Mesdames et messieurs les rédacteurs en chef, mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs les directeurs, chers collègues élus, mesdames et messieurs, pour les femmes et les hommes politiques de ce pays, au niveau national comme au niveau local, pour l'ensemble de nos concitoyens, bien sûr, l'année 2017 aura été une année particulièrement riche, faite de surprises, de rebondissements, faite aussi de clarifications, des clarifications nécessaires à l'émergence d'un espace politique déjà profondément remanié et qui le sera encore davantage au fil des prochains mois et des prochaines années. Les choses bougent, les contextes évoluent, rien n'est immuable. C'est aussi ça la vie politique, et puis la vie tout simplement. Pour ma part, je veux tirer toutes les conséquences de cette nouvelle donne. Je veux participer à porter plus jamais la voix d'une nouvelle révolution au service d'une réunion plus apaisée, mieux rassemblée et encore plus déterminée à réussir. Notre principal objectif reste celui de réussir à conforter croissance et développement durable au service du plus grand nombre. J'ai la conviction que nous avons réuni les principales conditions du succès depuis 2010. J'ai la conviction aussi qu'après 5 années chaotiques sous l'emprise des gouvernements socialistes successifs, les nouvelles relations que nous avons désormais posées avec le président de la République, avec le gouvernement, doivent amener à plus de cohérence et donc au final à plus d'efficacité. Le Premier ministre que j'ai rencontré en fin d'année dernière nous a confirmé son déplacement à La Réunion. Nos équipes à la région et ceux du Premier ministre travaillent à l'élaboration d'un nouveau protocole de Matignon, la nouvelle feuille de route pour tous les grands chantiers et tous les grands dossiers réunionnais, une nouvelle voie posée de manière claire et concertée pour répondre aux projets réunionnais que nous défendons là également depuis 2010. Je suis pour ma part, avec les élus qui m'accompagnent, très heureux de pouvoir vous accueillir aujourd'hui à l'occasion des traditionnels vœux à la place. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est une occasion de partager avec vous quelques éléments de réflexion et de poser clairement les nouvelles orientations que nous avons arrêtées pour cette année 2018. 2018 aura tout d'abord débuté sous les trompes d'eau de Bergefell. La Réunion, et plus particulièrement le sud de l'île, a été frappé de plein fouet. Je pense bien sûr à tous les Réunionnais qui ont été durement affectés. Il a fallu partout agir dans l'urgence. C'est ce que la région, comme les autres collectivités, avec les services de l'État, s'est immédiatement engagée à faire, même si je comprends parfaitement l'impatience des personnes et des familles directement concernées. Mais, de manière plus générale, cet épisode climatique met un peu plus en lumière les fragilités de notre territoire. Aujourd'hui, environ 125 000 Réunionnais vivent en zone inondable. Plus de 100 000 personnes sont exposées au risque de mouvement de terrain. Les points noirs sont encore nombreux sur l'ensemble du réseau routier, qu'il soit régional, départemental ou communal. Les conséquences du dérèglement climatique se font sentir avec plus de violence, avec un impact sur notre quotidien de plus en plus marqué. De manière globale, je plaide, vous le savez, pour la concrétisation d'un nouveau modèle de développement, un modèle qui permette réellement de réconcilier économie et écologie. Nous devons, pour ceux qui en douteraient encore, réviser nos logiciels et bien considérer que ce sont bien nos actions qui sont à l'origine, pour une large part, de l'augmentation des températures et des bouleversements qui sont liés. Les enjeux de la transition écologique sont énormes. Il faut agir vite et le faire en parfaite cohérence. Au niveau local, toutes les collectivités sont évidemment concernées et doivent, de mon point de vue, agir de façon concertée, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas. Pour illustrer mon propos sur l'urgence d'agir et la nécessité de le faire de façon cohérente, je voudrais retenir avec vous 3 exemples. Le risque d'inondation, les questions liées au réseau routier et la gestion des déchets. Depuis 2015, la région a mobilisé plus de 22 millions d'euros de fonds européens pour accompagner les communes dans la gestion du risque inondation. À ce jour, seuls 5 dossiers ont été déposés, aucun dans le sud.
la notion de responsabilité est, de mon point de vue, clairement posée. Je formule ici la proposition que dans le cadre de la conférence territoriale de l'action publique, État, régions, départements, communes s'engagent à mobiliser les moyens nécessaires pour identifier les points de fragilité et pour engager les investissements utiles face au risque de crue, de glissement de terrain et d'inondation, et de ne pas attendre, comme certains le font, le jour de la catastrophe pour s'exprimer. Deuxième exemple, entre 2010 et 2017, la région a engagé 2,9 milliards d'euros pour de nouveaux chantiers routiers, pour des travaux de réhabilitation, d'entretien et de modernisation des routes nationales. Ces investissements ont permis notamment de régler définitivement la problématique des radiers sur l'ensemble du réseau régional, d'engager des travaux urgents de sécurisation de la falaise des rampes de Basse-Vallée, de la RN5 pour Cilaos, de lancer les chantiers de la NRL, ceux de la voie de contournement de Saint-Joseph ou encore ceux du pont de la Rivière des Galets, pour ne prendre que ces exemples. Sur cette même période de 7 ans, sur le plan local, les collectivités auront perçu au titre de la taxe sur les carburants l'équivalent de 1,7 milliard d'euros de recettes, payés donc directement par les régionaux pour alimenter le fonds d'investissement routier. Sur cette somme, la part de la région s'élève à 970 millions d'euros, le reste étant réparti entre le département et les communes. Si on se réfère, là encore, aux déclarations des uns et des autres ces derniers jours, la question mérite d'être posée de savoir quelle aura été réellement l'utilisation de cette taxe par les collectivités concernées. Pour la région, vous l'aurez compris, nous avons perçu 970 millions d'euros de recettes fiscales et réalisé pour 2,9 milliards d'euros d'investissements routiers et de remboursement d'emprunts liés à ces travaux. Là encore, dans un souci de transparence et de clarté, je souhaite désormais qu'un rapport annuel soit présenté et rendu public sur l'utilisation du fonds d'investissement routier, mettant, là encore, chacun face à ses responsabilités. Il n'est pas concevable de continuer à percevoir une taxe pour des travaux qui ne sont pas réalisés. Je pense que tout le monde en conviendra aisément. Je ne peux évoquer le sujet des routes à La Réunion sans aborder sur le fond les problématiques, bien sûr, de la RN5. Le passage de l'Ervita a permis, si cela était encore nécessaire, de montrer toute la fragilité et toute la dangerosité de la route de Cilaos sur une partie importante du linéaire. Au lendemain du cyclone, la région a engagé dans les délais les plus raisonnables des travaux d'urgence pour rétablir en partie la circulation. Mais il était bien évident que la solution définitive n'est pas à ce niveau. La région a engagé, vous le savez, depuis plusieurs années, des études pour une sécurisation totale de la RN5. Le coût du chantier est évalué à un peu plus de 300 millions d'euros. Nous avons, à la région, les moyens de mobiliser les crédits nécessaires pour le réaliser. Mais la question est moins d'ordre budgétaire que liée à la complexité et à la lenteur des procédures administratives. Une réglementation qui évolue sans cesse, toujours plus contraignante, en particulier sur les questions environnementales. Une réglementation d'autant plus contraignante encore que nous sommes aussi à proximité du parc national. Nous voulons que ce projet aboutisse. Nous avons accumulé du retard que je reconnais bien volontiers et à regret. Ce chantier fait partie des engagements que nous avons pris devant les Réunionnais. Je lance aujourd'hui un appel au service de l'État pour un véritable accompagnement de la région sur toutes les procédures qui devront être engagées. Il faut de la souplesse et du pragmatisme. Je demande également aux responsables du parc national de ne pas camper sur des positions de principe, mais bien de considérer l'intérêt général de ce chantier. Je ne veux certainement pas sous-estimer la question environnementale, mais au final, le seul vrai objectif que nous devons poursuivre collectivement est de parvenir à sécuriser entièrement la route et donc, comme pour la NRL, à s'éloigner le plus possible de la falaise aux endroits les plus exposés. De façon prioritaire, je prends l'engagement formel de tout mettre en œuvre pour la réalisation le plus rapidement possible de 4 ouvrages d'art entre Illet-Alcide et les Aloès, comprenant bien sûr les secteurs du Petit-Céré et d'Illet-Furcy. Un coût des travaux estimé par le service aujourd'hui entre 80 et 100 millions d'euros
que nous sommes prêts à mobiliser et que nous inscrirons au budget dès la fin de cette année, après avoir mené les études, et si rien dans les procédures ne vient ralentir le calendrier. Cette zone apparaît évidemment comme la plus exposée à ce jour. Je le dis une fois encore avec beaucoup de solennité, nous sommes capables à la région de mener de front l'ensemble de ces chantiers routiers, à condition que l'on nous laisse travailler à un rythme soutenu et que tout ne soit pas prétexte à tergiversation, à la multiplication des procédures et des recours dans l'unique but de ralentir ou tout simplement d'empêcher de faire. Je propose pour cela la création d'un comité de pilotage État, région, commune de Cilaos et de Saint-Louis, parc national, avec une première rencontre qui devra être fixée dès le courant du mois de février. Un mot encore, si vous me permettez, sur la situation à Cilaos, pour préciser qu'après concertation avec Paul Kécher, qui comme toujours aura été exemplaire dans la gestion de cette crise, je serai demain à ses côtés et nous aurons notamment à évoquer, bien sûr, la question de la modernisation et de la sécurisation de la route, mais également la situation des entreprises qui ont été fortement impactées ces dernières semaines par les conditions climatiques. Je ne peux enfin aborder la question des routes à La Réunion, des procédures administratives, de la défense de l'intérêt général, sans revenir sur les conséquences de l'arrêt rendu par le Conseil d'État le 6 décembre dernier, une décision que vous avez d'ailleurs très largement relatée et commentée. Le sens de cet arrêt vise à ce que les auteurs des actes d'autorisation d'un projet ne soient pas les mêmes que ceux qui doivent formuler les avis sur ces mêmes projets en matière environnementale. Jusqu'à cet arrêt, les préfets, en général, assumaient ces deux compétences, pouvant dès lors être considérés comme juges et parties. Sur ce sujet, comme sur bien d'autres, je laisse à d'autres les plaisirs de la théâtralisation, de la mise en scène et les numéros de presse législateur. Pour ma part, je m'en tiens le plus scrupuleusement possible aux faits et à la réalité juridique connue. Tout d'abord, cette décision du Conseil d'État est d'application pour l'ensemble des dossiers nationaux. Pour la région uniquement, ce ne sont pas moins d'une vingtaine de projets qui sont susceptibles d'être concernés. Soyons clairs, ce n'est donc pas le chantier particulier de la NRL et l'ouverture de la carrière du Bois Blanc, autorité compétente, à modifier ou à compléter les procédures en cours pour tout simplement les rendre conformes à cette nouvelle jurisprudence. Reprendre en particulier la saisine de l'autorité environnementale et les procédures d'enquête publique. Nous ne sommes en aucun cas dans une situation de blocage, mais bien d'adaptation au nouveau contexte juridique posé par le Conseil d'État. En attendant, le chantier de la NRL se poursuit. Après concertation avec l'État, le début d'exploitation de la carrière Bois Blanc peut raisonnablement être envisagé pour le premier semestre 2019. Il est par contre évident, et vous l'aurez compris, que le calendrier se trouve dès lors de facto rallongé. Et malgré ces points de complication supplémentaires, notre responsabilité pour la région consistera à mobiliser toutes les énergies pour parvenir à une exécution du chantier dans les meilleures conditions possibles. Les Réunionnais attendent de chacun d'entre nous, État, région, entreprise, que nous mettions tout en œuvre pour terminer ce chantier rapidement, un chantier pour lequel, je vous le rappelle, les premières études remontent à près de 30 ans. Sur le chantier de la NRL, nous devrons affronter des attaques sur tous les fronts, depuis le début. Mais nous les assumons pleinement, en considérant que sur un chantier aussi important, il est normal que des questions soient posées, que des précautions soient prises. Il est nécessaire que la plus grande transparence et la plus grande clarté soient apportées. C'est ce que nous efforçons de faire au quotidien, en faisant quand même le distinguo entre les interrogations légitimes auxquelles nous avons à répondre et les tentatives de manipulation de l'opinion publique. La multiplication des recours et les manœuvres dilatoires ont un coût. Viendra le moment où chacun devra, là aussi, assumer pleinement ses responsabilités. Sur tous les plans, je l'ai dit, nous prenons nos responsabilités et n'éludons rien. S'agissant de l'enquête engagée par le PNF depuis 3 ans, là encore, je veux rappeler que la collectivité régionale s'est toujours engagée à apporter tous les éléments d'explication demandés. Qu'à titre personnel,
et en ma qualité de président de région, j'ai depuis le mois d'août dernier demandé à être entendu, que je me tiens évidemment à la disposition de la justice, à l'instar de mes collaborateurs qui ont été amenés à apporter des réponses aux questions des enquêteurs l'an dernier. J'ai évoqué la gestion des inondations du réseau routier. Je vais également évoquer avec vous un autre sujet majeur, celui du traitement des déchets. Dans cette même logique, il y a un cadre de développement durable que nous avons posé et que nous souhaitons voir se développer. Sur la question et la nécessité d'un nouveau modèle, un modèle davantage conforme donc à nos exigences d'exemplarité écologique, je vais bien sûr partager avec vous l'analyse que nous avons posée sur le traitement des déchets. Je pourrais me contenter d'une application mécanique du plan d'élimination des déchets ménagers tel qu'il a été arrêté par le conseil départemental, qui aura porté cette compétence pendant longtemps, avant qu'elle ne soit transférée à la région. Je pourrais me contenter de suivre les préconisations des intercommunalités qui ont la responsabilité des investissements et de la gestion, la région ayant en charge, vous savez, que la définition et l'approbation du plan d'action. Je pourrais me contenter d'accompagner tout simplement le financement des incinérateurs ou unités de valorisation, comme cela a été posé dans le cadre du schéma actuel. Pour être tout à fait transparent, je me suis à un moment laissé convaincre. Mais chaque jour qui passe soulève des interrogations nouvelles que je ne peux pas ne pas entendre. La problématique des déchets est l'une des plus urgentes à régler. La saturation des sites d'enfouissement est une réalité. Mais c'est un vrai choix de société auquel nous sommes confrontés. Pas simplement celle d'une approche technique ou budgétaire. Face aux impératifs climatiques et écologiques que j'ai déjà évoqués, nous avons la responsabilité de transformer en profondeur notre économie pour créer de la valeur, créer de la richesse, créer des emplois, tout en protégeant notre environnement. Je souhaite ainsi que nous fixions un objectif de zéro déchet à horizon 2030. Je propose de mobiliser l'équivalent d'une centaine de millions d'euros dans le cadre d'un plan de gestion aménagé avec pour principale orientation d'accompagner la transformation écologique des entreprises, de structurer fortement les filières de collecte et de recyclage pour le verre, le plastique, les papiers, le carton, les métaux, les textiles et les biodéchets, de développer des solutions comme les ressourceries et d'autres ateliers de réparation et de valorisation des objets abandonnés. La solution de gros incinérateurs est la plus simple à mettre en œuvre, sûrement. Mais c'est aussi celle qui soulève encore de vraies interrogations. La région ne participera pas aveuglément, sous mon autorité, à construire des outils qui ne sont peut-être pas les mieux adaptés, que ce soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. Si nous voulons ce qu'il y a de meilleur pour la Réunion, si nous voulons concentrer nos efforts à une refondation en profondeur de notre économie, si nous avons collectivement le souci de réussir le pari d'un développement durable et partagé avec l'ensemble des Réunionnais, il y a des décisions à prendre et des orientations à valider, même si elles sont difficiles. Si nous mobilisons aujourd'hui entre 200 et 300 millions d'euros, peut-être plus, pour de nouveaux incinérateurs, nous ne pourrons plus jamais faire marche arrière. Dans le même temps, tout est fait aujourd'hui, au niveau de la Commission européenne, pour favoriser l'économie circulaire et rompre avec ces solutions. Ce qui conforte largement les choix que nous avons déjà posés sur la question de la transition énergétique. Vous le savez peut-être, la Commission vient de demander un moratoire sur le futur incinérateur à la Chapelle-Saint-Luc, dans la région de Troyes. Par ailleurs, une délégation conjointe de la Commission européenne et du ministère de la Transition énergétique sera dans notre île du 14 au 16 février prochain pour nous accompagner dans la construction de ce nouveau modèle. Il n'est pas trop tard pour agir. Une fois encore sur ce sujet, comme sur tous les autres, je ne souhaite pas que la Réunion soit à contre-courant de l'histoire. Nous allons travailler avec les syndicats de traitement de déchets, avec l'État, avec les membres de la Commission européenne, pour essayer de redéfinir un vrai modèle de gestion durable de nos déchets. Nous allons aussi engager des discussions avec le groupe Albioma
qui gère aujourd'hui des unités de production énergétique sur la base d'un mix bagasse-charbon et voir comment optimiser ces unités déjà existantes. Je vais écouter devant vous aujourd'hui, en ma qualité de président de la région Réunion, je le fais aussi bien sûr en tant que responsable politique. Et j'ai ici l'intime conviction que nous sommes parvenus à la fin d'un système, tant sur le plan économique que sur le terrain politique. C'est la raison pour laquelle nous avons posé les bases depuis 2010 d'un nouveau modèle de développement que nous avons renforcé au fil des ans et qui amène déjà un certain nombre d'effets positifs sur l'emploi et l'activité des entreprises. Mais il est évident que nous devons encore progresser et valider une fois pour toutes le principe d'une réelle émancipation économique pour la Réunion que j'appelle de tous mes vœux. C'est la raison pour laquelle je crois utile également de marquer le principe d'une vraie rupture sur le champ politique entre conservatisme et progrès. Nous sommes à un moment où un vieux monde n'en finit pas de mourir et où un autre est en train de naître. Cela vaut au plan national comme au plan local. Il est vain de mon point de vue de tenter de maintenir des conceptions et des pratiques politiques qui ont fait leur temps, de réactiver des clivages dépassés, de réactiver des réflexes identitaires dont on a clairement vu les limites. Ce que je dis ici est vrai pour les Républicains comme pour le PS. Je ne me reconnais plus dans cette politique-là. Je quitte les Républicains heureux de participer avec d'autres à bâtir un nouveau modèle. C'est aussi avec beaucoup d'entre nous, et pour beaucoup d'entre nous, l'heure des choix et des clarifications. Je fais pour ma part celui de porter une vraie alternative et de travailler à renouveler les conditions d'un nouveau débat démocratique. Je préfère l'engagement autour d'un pacte de loyauté avec celles et ceux qui partagent l'essentiel d'une même vision qu'à une stricte fracture droite-gauche. Ce qui compte, c'est la Réunion. Ce qui compte, ce sont les Réunionnais. Je ne m'inscris pas ici en donnant leçon. Je trace tout simplement ma route en appelant au rassemblement le plus large des femmes et des hommes de progrès. J'ai choisi depuis plusieurs mois maintenant de défendre le projet de la Réunion auprès du président de la République et du gouvernement d'Édouard Philippe parce que je considère qu'à ce stade, les orientations proposées pour la Réunion vont dans le bon sens. Je ne suis demandeur d'aucun poste, d'aucune mission et encore moins de gratification. Les Réunionnais m'ont élu à 2 reprises à la région. C'est à mes yeux le plus beau des mandats que j'assume avec honneur en ayant fait le choix pour un temps de me consacrer pleinement à la vie politique. Je continuerai à le faire avec la même dévotion, le même engagement, la même détermination dans les années qui viennent. Les prochains mois seront déterminants, en particulier sur la question de la réforme constitutionnelle que le président de la République entend engager. Je suis pour ma part extrêmement favorable à la possibilité d'ouvrir pour la Réunion un droit à la différenciation. Bien plus ambitieux, en définitive, que le simple droit à l'expérimentation. Les sujets qui me paraissent essentiels de devoir faire évoluer sont, vous le savez, ceux de la fiscalité, de l'aménagement du territoire, de la coopération régionale, de la mobilité, de la continuité territoriale. Je plaide sur ces questions pour plus d'autonomie laissée au territoire, sur le choix ensuite du véhicule législatif, de savoir s'il faut supprimer ou non l'amendement Mirabeaudet. Il appartiendra au gouvernement de faire des propositions. Je ne souhaite pas, pour ma part, que l'on ouvre un débat institutionnel sur la seule question de l'organisation administrative. Cela n'aurait aucun sens. Je ne crois pas à l'efficacité d'une assemblée unique. Dans ce débat, les priorités sont d'ordre économique et non strictement politique. Sur le plan local, l'élection en décembre dernier du nouveau président du conseil départemental a été un moment de clarification là encore. Le candidat que j'ai soutenu n'a pas été élu. Je le regrette, bien sûr. Mais quelle que soit l'issue, la victoire ou la défaite aurait de toute façon amené à une recomposition politique. Je l'ai souhaité. Je vais maintenant m'atteler à poser les fondamentaux de cette recomposition. Le préalable, c'est évidemment le projet pour la Réunion. Celui des grands chantiers,
d'un soutien déterminé aux entrepreneurs, aux porteurs de projets, celui qui permettra d'amener plus d'équité entre tous les rayonnés, celui qui permettra de redonner du sens à la notion d'ascenseur social, celui d'une île ouverte au monde, d'un territoire exemplaire sur les questions écologiques, un projet qui fait une large place à la recherche, à l'innovation, qui laisse place aussi à une vraie fierté partagée de notre culture, de notre identité. Le préalable s'inscrit aussi dans le cadre d'un acte de loyauté et d'engagement devant les règles. La démarche d'émancipation politique à laquelle je fais référence devra s'accompagner d'un profond renouvellement de la classe politique. Permettre à des jeunes, à des nouveaux, de prendre toute leur place, leur permettre de s'organiser, de peser réellement sur les prochains scrutins, aux européennes, aux municipales, aux régionales, aux départementales. Il y a un travail de fond à faire que nous avons déjà engagé. Les municipales de 2020, vous vous en doutez, seront incontestablement le premier test grandeur nature dans les 24 communes de l'île. À la région, je ferai très rapidement un certain nombre de propositions pour recomposer la commission permanente autour des élus de la majorité, avec toutes celles et ceux qui feront le choix de se mobiliser autour du projet régional. La date de notre prochaine assemblée est arrêtée au 16 février prochain. Je veux saluer ici les élus de la majorité régionale, qui ont toujours été d'une grande fidélité à mon égard, à l'égard des Rayonnais, qui nous ont élus, et cela, quels que soient les moments et quelles que soient les circonstances. Je salue ce matin la présence de Jean-Paul Garaboury, qui, après les épisodes du conseil départemental, fait clairement le choix de poursuivre son action à la région au sein de la majorité. Je salue la présence également de Jean-Gaël Landin, chef du groupe La République en marche à la région. Je veux dire aussi que je suis sensible aux contributions du conseiller régional du Tampon depuis 2 ans maintenant. Dans le cadre de cette réorganisation, en prenant aussi en considération un contexte budgétaire plus contraint, je ferai dans les prochaines semaines des propositions pour mieux optimiser et mieux coordonner l'action des satellites de la région, les SPL, les SEM et les associations. Nous devons le faire pour des raisons budgétaires évidentes. Je veux partager ce travail d'optimisation des moyens avec le nouveau président du conseil départemental. Je veux poser la question d'une mise en commun des moyens entre nos deux collectivités sur la question, par exemple, de la culture, sujet pour lequel, aujourd'hui, il existe une SPL à la région et une SPL au département. Je pense également aux questions économiques, à celles liées au développement du tourisme, à la question de l'aménagement et de la formation professionnelle, du logement. La cohérence des politiques publiques passe obligatoirement, de mon point de vue, par cet État. Il est aussi évident que la région continuera à soutenir et à accompagner les projets pour lesquels nous avons été élus, quelle que soit la nouvelle donne politique. Les grands dossiers de Pierrefonds, de l'écocité de Cambé, du pôle industriel de Bois-Rouge, la proposition d'implantation de l'IAPS, la réalisation des grandes retenues collinaires ou encore le renforcement nécessaire du pôle universitaire au Tampon devrait, dès 2018, entrer davantage en phase opérationnelle. De même, le plan d'accompagnement aux communes a toujours concerné les 24 communes de l'île. S'agissant des projets liés aux écoles, aux équipements sportifs et culturels, la région continuera à répondre présente aux côtés des communes, au nom de l'intérêt général, en nous posant délibérément aux côtés de tous les Rayonnais. Mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs, je vous remercie de l'attention que vous avez bien voulu me prêter. Je voudrais pour conclure redire ici toute l'importance que j'attache bien sûr à la liberté de la presse. Toute l'importance et le respect que j'ai pour chacune et chacun d'entre vous dans le cadre des fonctions qui sont les vôtres. Je souhaite sincèrement que vous puissiez exercer votre métier dans les meilleures conditions possibles. L'ensemble de nos services reste mobilisé pour répondre au mieux aux nombreuses sollicitations. Je m'efforce personnellement de me rendre disponible lorsque vous m'interpellez directement. L'année 2017 aura toutefois été marquée, pour la lecture que j'en fais, de certains excès, d'attaques personnelles, parfois
outrancière. Je ne demande, et je ne demanderai jamais, de faveur particulière. Mais il y a sûrement un équilibre à trouver pour éviter les situations de crispation inutiles. Le débat autour des 2 millions que la région a accordés au GIR a fait couler beaucoup d'encre, alimenté suspicions, critiques et polémiques. Or, nous n'avons fait que notre métier, celui de soutenir une entreprise de presse dans un contexte prévu par la loi, soutenu par l'État, respectueux des règles européennes en la matière. Nous aurions agi, et nous aurons encore à le faire dans l'avenir, exactement de la même manière, quels que soient les médias concernés. La région n'est pas ma propriété. Je ne dispose pas, en tant que président, d'une prérogative telle que je pourrais agir sur un coup de tête selon mon bon vouloir. Je suis le président d'une collectivité qui a ses codes et ses règles, et j'agis en fonction de ces codes et de ces règles. Je vais vous souhaiter pour chacun d'entre vous, à vos familles, santé et bonheur pour cette nouvelle année. Je vous souhaite de pleinement réussir, encore une fois, dans la mission qui est la vôtre. Une mission que je mesure et que je sais difficile, mais ô combien essentielle, d'information des Réunionnaises et des Réunionnais. Je vous remercie de votre attention et vous propose peut-être de répondre de manière individuelle à certaines des interrogations qui pourraient faire sur les sujets qui auraient pu être évoqués dans le cadre de cette intervention. En tout cas, je suis très heureux de partager ce déjeuner avec vous aujourd'hui dans le cadre de ces traditionnels vœux à la presse. Merci.